quand vous avez besoin de réanimation. Donc on affiche maintenant combien coûte une journée d'hôpital, une journée de réanimation, etc. Alors, la décision médicale partagée qui aussi a le vent en poupe, c'est le modèle paternaliste est basé sur la bienfaisance et on a vu qu'on va l'abandonner. Et donc, en présence de deux ou de plusieurs choix, on va analyser avec le malade l'effet, les conséquences, les options sur la probabilité de survenue des effets secondaires ou non, l'objectivation médicale, mais aussi la subjectivation de l'expérience. Ben moi, j'ai testé telle technique et ça a mieux marché, je suis plus à l'aise avec ça. On explique tout ça au patient. Mais, in fine, il aura le choix. Questionner les préférences du patient qui dépendent de ses valeurs personnelles et de sa subjectivité. L'information, la compréhension qui doit être complète et réaliste. Voilà le scénario optimiste, voilà le scénario pessimiste. Je vous mets les cartes en main. Et c'est difficile pour les personnes, évidemment, en perte d'autonomie. Ça prend un temps immense, et les personnes à qui je vais expliquer tous les tenants et les aboutissants de ma prise en charge ont déjà oublié ce que j'ai commencé à leur dire au début de la consultation. Donc je les fais revenir. On va réexpliquer, on va redire, on s'appuie sur les dents. On dit à les dents, ben, vous allez répéter ce que j'ai pu dire, etc. Alors la délibération, ça permet d'évaluer le degré de compréhension de la situation, ça c'est très important. Toujours dans l'ici et le maintenant, on ne délibère pas pour demain, ni pour après-demain. Et s'il y a un refus, il faut de nouveau informer complètement sur les conséquences probables de ce refus. Donc délibération, information, consentement, délibération, et si refus, on recommence. Et si la personne s'obstine et est en état de comprendre ce à quoi elle s'expose si elle refuse un soin, on la laisse, sans l'abandonner, en lui disant « je suis toujours là, la porte est ouverte, vous avez le droit de réfléchir, de revenir, etc. » Mais on la laisse à son choix. Si elle n'est pas en choix, suffisamment en autonomie pour comprendre les enjeux, eh bien, on va prendre la décision avec un consentement qui sera substitué. Ça sera la personne de confiance, la famille, le tuteur, etc. Donc cette formule de la décision partagée, qui est plutôt une délibération, moi j'aime beaucoup ça, c'est l'accompagnement dans la décision, dans le respect des souhaits du patient, après lui avoir expliqué tout ce que nous avons pu mettre ensemble pour son problème donné. On ne fait pas le cancer plus l'hypertension artérielle plus la démence. Aujourd'hui on va s'occuper de ça, et puis on prend telle décision. Voilà. Mais on ne peut pas balayer en une consultation toute la problématique des patients qui est souvent très complexe avec le grand âge. Alors l'éthique est la préoccupation première du volet humain de la décision médicale. Le but, on l'a revu, devrait être de faire du bien, en tout cas plus de bien que de mal, primum non nocere. Le médecin d'abord ne doit pas nuire. Or, tous les médicaments qu'on vous donne, eh bien, ont des effets secondaires. Donc on est toujours dans cette balance. Qu'est-ce que je vais donner qui ne va pas nuire? Il importe de tenir compte des motivations et des souhaits du malade. L'équité ou la justice doit aussi tenir compte de la collectivité et de l'usage des ressources. Je vous dis, quand une malade pour 1000 livres va prendre tout le budget de médicaments de l'hôpital, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, l'éthique de la décision, c'est une nécessité, une obligation morale, même en urgence, de prendre de bonnes décisions, donc il faut être des bons professionnels, de placer le patient en premier lieu dans la réflexion, de se méfier des a priori et des approximations. En général, ah oui, en pourcentage, etc. Non, c'est une personne singulière qu'on a en face de nous. Réfléchir à la pertinence des traitements agressifs, attention à l'obstination déraisonnable ou à l'acharnement thérapeutique, mais ça ne veut pas dire abandonner le patient. Mais ça ne veut pas dire de faire une énième chimio palliative quand on sait que la personne va vomir, ne va pas la supporter, et qu'on sait que bon, il n'y en a plus que pour quelques jours à vivre. Intégrer plusieurs paramètres, le patient, la société et les deniers publics. L'éthique fait partie de la décision médicale, il s'agit d'un tandem. Il faut à la fois travailler avec et pas contre le patient, avec le patient, sa problématique, sa psyché, ce qu'il est en capacité de comprendre ou pas.
Mais alors, quand le patient est en situation de handicap cognitif, psychique, physique, mental, qu'est-ce qu'on va faire, hein? C'est toute la capacité ou non à consentir qui est alors mise à mal. Et on va le voir longuement. Hein. Il faut interroger la personne de confiance selon le patient si elle existe, informer le mandataire selon la loi s'il est connu et accessible, et tenir compte de son avis. Si, en l'absence du représentant légal, il y a nécessité urgente d'intervention médicale, le médecin passera outre ce consentement. Donc vous voyez, on va travailler cette question du consentement, et pour les personnes en perte d'autonomie, du consentement dit substitué. Hein. Donc les personnes qui sont protégées sous la loi du 5 mars 2007, elles sont soit en curatelle simple, soit renforcée, ça veut dire qu'elles ont besoin d'être aidées et conseillées dans les actes de la vie civile, ou sous tutelle, ça veut dire qu'elles sont représentées dans les actes de la vie civile. Hein. Vous pouvez avoir des tuteurs à la personne et au bien. Il peut y avoir des tuteurs et des co-tuteurs. Hein. Et sinon, la personne à l'hôpital désigne une personne de confiance, peut avoir rédigé des directives anticipées, il faut les renseigner, il faut les rechercher, et peut avoir rédigé un mandat de protection future. Alors, l'inaptitude clinique, il y a 4 composantes décisionnelles. Une composante causale, fonctionnelle et systémique. Dans quel système on va prendre la décision? Qu'est-ce qui nous fait prendre une décision ou abandonner une décision? Et ça, c'est très important. C'est les 4 notions que l'on doit mettre en œuvre lorsqu'il s'agit d'une personne qui n'a pas son autonomie psychique ou mentale. Est-ce qu'elle est capable de comprendre ce qu'on lui dit? Est-ce qu'elle est capable de raisonner? Est-ce qu'elle est capable d'apprécier les alternatives? Et est-ce qu'elle est capable d'exprimer des choix? Et vous voyez bien que le fléau doit être au milieu entre le principe d'autonomie et le principe de protection, mais évidemment, il penche souvent vers le principe de protection chez les personnes âgées en perte d'autonomie. Hein. Donc on a vu que du désastre de la Shoah est née une forme de prudence, de phronésis, qui est le code Nuremberg, qui va énoncer les règles du consentement aux recherches biomédicales des personnes incapables de discernement. Ça a été repris dans la loi Kouchner de 2002, qui est en rupture avec le moderne paternaliste, hein, et cette notion est réaffirmée dans l'article 35 du Code de déontologie médicale. Qu'est-ce que ça veut dire consentir? Ça, c'est très important que vous compreniez ça, parce que ça a l'air d'être une notion hyper facile. Très facile. Tout le monde a dit oui ou non un jour. Un contrat de mariage, un contrat d'assurance, à ce que vous voulez. Hein. Consentir, ça veut dire adhérer, accepter quelque chose comme possible, autoriser, permettre, se conformer à, mais aussi céder, condescendre, dénier, se rendre à un sentiment, à une volonté, à une obligation. Vous voyez bien la contrainte dans le consentement. Paul Foulquier, qui est donc philosophe, a écrit « Acte par lequel quelqu'un donne à une décision dont un autre a une initiative, c'est-à-dire en l'occurrence le médecin, l'adhésion personnelle est nécessaire pour passer à l'exécution. » Et moi, j'aime retenir cette définition, consentir, de consentirer du latin cum, ensemble, et de sentirer, sentir. Sentir ensemble ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Donc le consentement est l'expression de 2 volontés où l'une suggère, propose, énonce, l'autre adhère, mais attention, accepte ou refuse. Est-ce que vous croyez que ma personne âgée, malade d'Alzheimer, qui croit qu'elle a 20 ans, qui ne sait plus où elle est tout à fait capable de refuser ou d'accepter en toute connaissance de cause? Ah non. Hein. Consentir implique un accord, un engagement mutuel après que les droits et devoirs aient été énoncés, comme dans le mariage ou comme dans le divorce. Hein. L'acte de consentir suppose donc une double compétence, celle de comprendre et celle de pouvoir se déterminer librement et de faire des choix. Ceci implique en même temps la possibilité du refus, de la rupture, de la dénonciation du contrat à tout moment. Et là encore, en gériatrie, c'est bien compliqué tout ça. Alors, on préconise un entretien oral et le support d'un document écrit. Mais attention, la signature sur un acte de consentir ne protège pas le médecin. Il doit informer, faire signer, par exemple l'anesthésiste, quand vous faites retirer des dents de sagesse, il vous fait signer ce consentement. Et avec le plan Sarkozy-Ménard, qui a instauré l'espace national de réflexion éthique sur les maladies neurodégénératives, dont je fais partie, on a préférer le mot assentiment
au mot consentement pour ces personnes vulnérables, c'est-à-dire le respect des capacités de décision encore mobilisables, un accord de participation même avec une compréhension incomplète, mais dans un contexte de signes marquants de confiance. Donc ça veut dire quoi? Qu'il faut du temps pour être sûr que la personne accepte ou n'accepte pas. Je vais vous donner des petits cas cliniques après. Le consentement voulu mutuel implique, avec la maladie d'Alzheimer, asymétrie et dissymétrie. Alors moi, je prône une présomption de compétence des malades d'Alzheimer, c'est-à-dire que c'est à moi d'aller rechercher leurs compétences, parce que ce sont des êtres humains, ils sont en capacité de comprendre ce que je vais dire, de donner ou non leur accord, mais dans l'ici et dans le maintenant. Certainement pas pour demain ou pour hier, etc. La démence n'est pas synonyme d'incompétence décisionnelle de façon générale. Alors ça nous renvoie à une notion qui est la notion de capabilities. La capabilities, c'est la possibilité, malgré le handicap, d'utiliser d'autres compétences, même au stade évolué de la maladie d'Alzheimer. C'est le prix Nobel d'économie Amartya Sen qui a développé ce concept. Il a montré qu'en Inde, c'est donc un Indien, qu'en Inde, les petits-enfants abandonnés par leur famille arrivaient à survivre sur les tas d'ordures sans avoir accès à la solidarité nationale. Donc ils utilisaient des capabilities. Ce terme est repris beaucoup dans le milieu des personnes en situation de handicap et dans le milieu de la maladie d'Alzheimer. Comment consentir? Alors là, j'utilise ce qu'a écrit Geneviève Fraisse, qui est députée, qui est philosophe et qui est féministe. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Du consentement ». Elle dit « Le consentement est comme la figure de Janus, car elle peut être interprétée comme un bien, une qualité estimable, mais aussi comme un mal ou un aveu de faiblesse. » Vous voyez les deux, pendant du consentement. Elle pointe le clair-obscur du consentement qui peut être obtenu par la ruse, la contrainte ou le rapport de force implicite ou explicite. Elle dit « Derrière un mot simple et transparent, il peut être obscur et épais comme l'ombre et la chair